messieurs, bonjour. Olivier Biscay, je suis le directeur de la rédaction de La Provence. Je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde, appréhender les fractures territoriales, un sujet passionnant, vous allez le voir. On va évoquer de nombreuses thématiques pendant cette heure avec l'ensemble de nos invités. On va évidemment parler des territoires, des régions, de la France en réalité, et des réalités françaises avec l'ensemble de nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Au bout, Philippe Palazzi, bonjour, directeur général du groupe Casino. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Véronique Torner, présidente de Numéum. Merci d'être là, syndicat patronal des professions du numérique. À vos côtés, Stéphane Defaille, directeur général de Grand Paris Aménagement, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, et à mes côtés, Jacques Lepape, président de la Caisse centrale de réassurance. Merci d'être à nos côtés pour cette table ronde. Vous interviendrez chacun d'entre vous sur une thématique spécifique qui vous est propre dans votre domaine d'activité avant qu'on débatte ensemble. Mais tout d'abord, chère Nathalie, je vous laisse la parole. Nathalie Chusseau, économiste et professeure à l'Université de Lille, pour une introduction autour de cette thématique. Merci Olivier. Alors les territoires doivent relever un certain nombre de défis qui sont plus ou moins marqués en fonction de leur histoire, évidemment, de leur situation géographique ou des stratégies de développement économique qui ont été mises en place. Désertification médicale et accès aux soins, dysfonctionnement des services publics, vieillissement démographique, inégalité économique et sociale, isolement des populations rurales, îlots de pauvreté au sein des villes, déficit de compétences, accès au transport, transition écologique et numérique. Alors, le constat reste inquiétant puisqu'on observe qu'il y a certaines métropoles qui concentrent l'essentiel de la croissance et de l'innovation, tandis que de nombreux territoires ruraux, villes moyennes ou quartiers prioritaires de la ville, souffrent d'un déficit de compétences et d'emploi, d'une offre de services publics dégradée, avec certains territoires qui concentrent tous les types de vulnérabilité. Alors, le sujet, évidemment, c'est que ces disparités, elles alimentent un sentiment de relégation à la fois dans les espaces ruraux, dans les espaces périurbains, dans les quartiers populaires au sein des villes, et elles constituent un enjeu central pour la cohésion sociale. Elles nourrissent aussi un sentiment d'abandon et de colère, aussi bien dans les territoires ruraux qu'au sein des villes. Et on le voit bien avec un certain nombre de récentes mobilisations sociales et également les résultats électoraux. Alors, évidemment, le combat contre les fractures territoriales et sociales devrait être une question prioritaire de l'État et des collectivités territoriales. Et là, évidemment, on peut interroger les leviers, à la fois publics et privés, pour les réduire. Je vais dire quelques mots sur les leviers publics, les politiques publiques que l'on doit interroger, ainsi que leur efficacité. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Le renforcement des services de proximité avec les fameuses maisons France Service qui montrent une utilité quand même, une efficacité relativement limitée. Différentes mesures pour lutter contre les déserts médicaux. Et là, on peut saluer quand même le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles ou celui des contrats locaux de santé. Le développement de transports publics totalement gratuits dans certaines communautés urbaines où effectivement le niveau de vie de la population est trop faible pour s'acheter un véhicule, de surcroît électrique, et puis des politiques de mixité sociale à l'école, mais qui restent quand même largement insuffisantes dans un pays où l'origine sociale pèse beaucoup dans les résultats scolaires, et puis des initiatives de formation et d'emploi, à la fois en lien avec les organismes de formation, les syndicats, les entreprises et les régions. Alors, le problème, c'est que concrètement, ce que l'on observe, c'est qu'il faudrait des politiques publiques ambitieuses, coordonnées et adaptées à la diversité des situations locales. Et ça ne peut se faire que dans le cadre d'une stratégie globale d'aménagement des territoires et d'investissement dans les infrastructures, donc portée par l'État, qui s'appuie d'abord sur un diagnostic territorial fiable et précis, et en partenariat évidemment avec les collectivités locales territoriales d'une part, et donc avec les moyens financiers nécessaires, et évidemment l'ensemble des acteurs locaux, d'autre part, c'est-à-dire les entreprises, les élus, les syndicats patronaux et de salariés, les associations et bien évidemment la population locale. Donc ça demande de la coordination,
de tous les acteurs. Et ça demande aussi quelque chose que l'on a tendance à oublier dans ce pays, une évaluation systématique et régulière de l'efficacité des dispositifs de politique publique. Et donc, ce qui est clair, c'est que si on échoue dans la réduction des inégalités territoriales, eh bien cela conduira inévitablement à la montée du vote populiste. Merci beaucoup Nathalie pour cette introduction et ces pistes de travail qu'on évoquera évidemment avec nos invités pendant ce débat. On va d'abord faire un tour de table. Vous avez chacun d'entre vous 4 minutes pour poser une idée générale finalement et mettre en avant vos initiatives autour de ce sujet territorial. Philippe Palazzi, on commence avec vous, directeur général du groupe Casino. Bonjour à toutes et à tous. Merci de braver la température pour être avec nous. Très apprécié. Donc le thème des fractures territoriales résonne très fortement, bien évidemment, avec notre métier de commerçant, avec notre métier de commerçant de proximité. Pourquoi? Parce que tous nos salariés au quotidien, tous nos franchisés sont en contact direct avec les réalités contrastées de nos territoires. Donc je suis profondément convaincu que nous avons un rôle de commerçants, un rôle à jouer pour réduire ces fractures dans les territoires. Le groupe Casino se transforme. Nous avons quitté le commerce d'éloignement, l'hyperconsommation pour nous concentrer sur le commerce de proximité avec des marques que l'on peut retrouver dans les territoires, dans des petits villages qui sont Casino, Vival, Spar, mais aussi des enseignes beaucoup plus connues comme Monoprix et Franprix et également Naturalia. On voit un retournement de marché. Il faut savoir qu'en France, en province, ce sont 15 minutes de route pour pouvoir aller faire ses courses, pour avoir accès à des produits de consommation. Et souvent, nos marques en province, souvent sont l'ultime commerce à des kilomètres à la ronde. Donc bien évidemment, il y a des différences entre les grandes villes et entre les campagnes, mais il existe un point commun, et c'est une fracture à laquelle nous ne faisons pas attention, qui est la fracture de l'isolement. Et beaucoup de personnes, que ce soit dans les grandes villes ou en province, se sentent seules. Et souvent, le commerce de proximité est le seul lien social, le seul contact que ces personnes peuvent avoir au quotidien. Et je pense que nous avons vraiment un rôle un rôle sociétal dans le groupe Casino, qui est justement de continuer à nous développer dans les territoires, dans les petits villages. Il y a 20 000 communes en France qui n'ont pas de commerce. Et si nous voulons que nos anciens, les personnes âgées puissent rester dans leur village, puissent continuer à vivre dans leur village, il faut qu'on leur apporte du commerce, mais pas seulement, il faut leur apporter également des services. Souvent, l'État a déserté les régions, les villages, on n'a plus de postes. Il est très difficile de retirer de l'argent dans des villages, de trouver un distributeur de billets, par exemple, de déposer son colis, de retirer un colis. Et c'est pour ça que le groupe Casino s'engage auprès des territoires, auprès des maires, à nous développer et à apporter ces services du quotidien qui font tant défaut dans nos petites communes. Et moi, je suis très attaché, qui vient de province, je suis très attaché à ça. C'est pourquoi notre métier, et je vais finir par ça, c'est créer du lien, c'est renforcer le lien social, et nos magasins contribuent à lutter contre cet isolement. Et à juste titre, nous avons créé cette année, dans le groupe Casino, une fondation qui se bat pour le renforcement du lien social. Donc cette fondation Casino est là pour créer du lien, parce que nous sommes convaincus que créer du lien, c'est faire du bien aux autres. Merci beaucoup Philippe Palazzi. Véronique Torner, même exercice si vous voulez bien. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais angler mon propos sur le numérique. Mon grand message, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, on aborde le numérique plus du tout comme un outil technologique, mais comme un enjeu géopolitique, économique, social, sociétal et environnemental. Et évidemment, c'est un énorme levier pour accompagner, pour essayer de casser ce plafond de verre en fait, de la fracture territoriale. Alors, mon propos, c'est de dire qu'aujourd'hui, le numérique, c'est une chance pour les territoires de recréer de la connexion. Alors, à plusieurs titres, et je vais donner quelques exemples, ça permet de désenclaver des territoires qui sont isolés. Ça permet en fait de créer de l'attractivité de métropoles aujourd'hui qui ne sont plus attractives. Ça permet de créer de l'emploi.
Ça permet de faciliter des accès aujourd'hui à des services publics qui sont du coup justement en difficulté pour avoir en fait des lieux humanisés. Ça permet notamment, on l'a dit dans l'introduction, sur les déserts médicaux avec la télémédecine, ça permet justement de donner accès à des services. Et je vais vous donner, pour illustrer mon propos, 2 exemples. On pourrait en citer plusieurs. Le premier, c'est l'île de la Réunion. J'y suis allée professionnellement, pas en vacances, en octobre dernier, pour rencontrer en fait les acteurs économiques de ce territoire. Et le fait qu'aujourd'hui en France, on a un atout important sur la connectivité, fait que ce territoire, 94% du territoire est bien connecté. Eh bien, c'est aujourd'hui une chance énorme pour eux parce que ça leur permet en fait de se connecter, un territoire qui est isolé, hein, ça leur permet de se connecter à tout l'océan Indien et à l'Afrique. Ça leur permet de faire du business avec Madagascar, avec Mayotte, avec tous les pays du continent africain. Et ça, c'est une énorme chance. Et j'ai pu constater qu'il y avait un écosystème d'acteurs économiques très, très dynamique. Et pour eux, le numérique, c'est indispensable. Je vais vous donner un deuxième exemple, qui est plus là sur une métropole, qui est la métropole de Dijon. La métropole de Dijon, eh ben, elle a fait que le numérique, c'est un levier d'attractivité énorme, en fait, pour cette métropole. À plusieurs titres, en fait, hein, vous avez en fait des sujets qui sont On Dijon, qui permet aujourd'hui en fait d'avoir un accès à un certain nombre de services. C'est la Smart City, permet d'avoir en fait d'optimiser les flux de circulation, d'optimiser en fait les accès aux pompiers, le SAMU, la police. Ça permet également, c'est un lieu agricole, Dijon, ça permet aujourd'hui d'envisager l'agriculture du futur grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça sont 2 exemples très concrets. Évidemment, ce n'est pas vrai partout, mais j'invite du coup les territoires à s'inspirer de ce qui est fait sur l'île de la Réunion, la Dijon, mais il y a énormément d'autres villes, d'autres métropoles, d'autres territoires qui sont très actifs. Tout ne se passe pas à Paris. Et nous, sur notre secteur du numérique, eh bien, vous voyez, par exemple, le grand salon européen de la cybersécurité, qui est un enjeu majeur aujourd'hui pour notre compétitivité et notre résilience, bah, ça se passe à Lille. Et pas très loin d'ici. Alors, je sais que souvent, Aix et Marseille sont en concurrence, mais à Marseille, vous avez aussi un très gros événement sur l'intelligence artificielle, qui est l'AIHAM, qui permet en fait de connecter aussi tout un territoire aux enjeux sur l'intelligence artificielle. Alors, quand je vous dis ça, je ne vous dis pas que le numérique, c'est l'alpha et l'oméga. Le numérique, c'est un pharmacon. C'est comme un médicament, c'est potion-poison. Il faut mettre en place une posologie et suivre la posologie. Et moi, les 3 conseils finalement de la posologie pour que ça fonctionne, c'est 1, il faut de l'infrastructure. Et en France, ce n'est pas toujours le cas, mais en France, sur l'infrastructure, eh bien, on est hyper connecté. On doit être fier de ça. Et ça, c'est un atout énorme pour les territoires. Le deuxième, c'est qu'on doit développer un numérique responsable, un numérique inclusif, un numérique de confiance, un numérique qui accompagne la transition environnementale. Et oui, le numérique a une empreinte environnementale, mais c'est aussi un énorme levier pour accompagner un certain nombre d'industriels dans la transition environnementale. Et puis le troisième point, et ça a été dit en introduction, c'est le jeu collectif entre acteurs publics, entre acteurs privés. Et vous voyez, là j'ai un petit badge. Nous, l'écosystème du numérique, on joue pleinement le jeu du collectif, puisqu'il y a 80 associations qui sont actives en France sur le numérique. Il y en a dans chacun des territoires, il y a à peu près 2, 3, 4 acteurs dans chaque territoire. Donc 80 associations, c'est impossible à coordonner. Et donc, on a décidé de se rassembler, pas dans une énième association, mais dans un collectif qui s'appelle l'Équipe de France du numérique, justement pour agir ensemble et créer des passerelles au niveau national et dans les territoires. Et moi, j'en ai fait une de mes priorités, les régions, le maillage dans les territoires, c'est une de mes priorités. Voilà les messages que je voulais partager avec vous, sans non plus dire que c'est la solution à tout, mais c'est un levier important, il me semble, pour casser ce plafond de verre de la fracture territoriale. Merci beaucoup Véronique Torner. Stéphane Defaille, je vous en prie, directeur général de Grand Paris Aménagement. Alors, bonjour à toutes et tous. Effectivement, moi je vais vous parler du logement, qui est à la fois une condition de toutes nos activités humaines, de tout notre développement, et un lieu de fracture absolument terrible, encore aujourd'hui. Je vous propose de partir à Bordeaux dans la décennie 2010-2020.
Décennie 2010-2020, à Bordeaux, à peu près 20 000 nouveaux habitants en Gironde par an. Une capacité d'absorption de la métropole de Bordeaux d'à peu près 10 000 de ces nouveaux habitants, et donc 10 000 qui se retrouvent ailleurs, et notamment dans des dynamiques d'étalement urbain. Pour ceux qui connaissent la région, c'est vraiment une décennie où entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon, par exemple, des lotissements entiers ont cru à toute vitesse. Je voudrais surtout parler d'une statistique. 12% de couples divorçaient de plus dans le périmétropolitain par rapport à ce qui se passait dans la métropole. Derrière ça, il y a plein d'hypothèses qu'on peut poser, mais parmi l'hypothèse sans doute la plus probable, les délais de trajet pour aller travailler, pour déposer ses enfants dans les différentes activités, etc. C'est autant de temps de moins passé pour le lien familial, social et autres. Et si je prends cette illustration, c'est pour dire à quel point les fractures qui peuvent découler du logement, de sa répartition et de l'accès au logement de façon plus générale, peuvent être insidieuses. Ce n'est pas qu'une question du mal logement au sens classique, qui bien sûr est un sujet majeur. Alors par rapport à ça, plusieurs éléments d'enjeu majeurs. Parce que ce qu'on peut quand même se dire, c'est que nos politiques du logement, globalement, ont été plutôt de piètre qualité sur les dernières années. Sur les 15 dernières années, on a construit 2,5 nouveaux logements par nouveau ménage. Et pourtant, on a des situations de mal logement qui perdurent et qui sont graves. Là-dedans, on a la chance d'avoir un système sans doute un des plus performants au monde en termes de logement social. C'est un outil extrêmement précieux avec des acteurs professionnels, dans l'investissement, mais surtout dans la gestion et dans la gestion humaine de proximité. Alors bien sûr, il y a des difficultés qui sont liées à ça. Il ne faut pas les neutraliser. Et parmi les difficultés, je pense, qui sont profondes, c'est le lien entre le logement social et le territoire. On voit qu'il y a beaucoup de fantasmes qui sont nés autour de ça. La loi SRU est un garde-fou précieux. Et heureusement qu'elle est là. Et pourtant, on l'a vu, on n'a pas cessé pendant le Covid d'applaudir les professions essentielles. Et pourtant, ces mêmes professions essentielles, elles ont un mal fou à accéder au logement. Donc on a besoin d'avoir des politiques beaucoup plus territorialisées, à la main des maires, et avec un soutien d'une ingénierie territoriale qui est importante et qui manque de plus en plus, et qui est aussi un des soucis pour pouvoir avancer sur ce sujet. Merci beaucoup Stéphane Defaille. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et tous. Fracture territoriale, elle existe, c'est le constat. Maintenant, il faut que ce soit une mission d'intérêt général pour l'État. Comment est-ce que nous arrivons à coordonner l'État, les collectivités territoriales, les mairies, les employeurs, les salariés, et surtout comment est-ce qu'on, c'était la table ronde tout à l'heure au hall 1, comment est-ce qu'on parle de réindustrialisation et d'emploi? Partout où il y a fracture territoriale, on avait des bassins industriels forts, et à chaque emploi industriel perdu, c'est 4 emplois induits. 3 emplois induits directs, commerce, services, et un emploi induit, service public. Et le service public, quand on perd de l'industrie, à 3 ans ou à 4 ans, eh bien on a perdu les centres d'impôt, la poste, et puis au dernier carat, on commence à fermer des lits d'hôpitaux. Et donc, l'imagination qu'on doit avoir, c'est comment est-ce qu'on fait aligner les planètes, comment est-ce qu'on... Le constat, il est celui-ci, mais comment est-ce qu'on arrive à se projeter? Comment est-ce qu'on arrive à faire moins de verticalité et plus de transversalité dans les territoires? Comment... Alors, on a un exemple proche d'ici, le village de la santé à Salon de Provence. Salon, le village s'effondrait, l'hôpital s'effondrait et commençait à être plus que vétuste. On a mis tout le monde autour de la table.
les organisations syndicales, la mienne puisque nous sommes majoritaires à Salon. J'ai rencontré la Première ministre qui a mis l'ARS autour de la table, les collectivités territoriales, les mairies, les citoyens, les habitants, et il y a quelques semaines, on a posé la première pierre du village de la santé qui sera public et privé. On a une autre institution qui fait des villages pour réduire la fracture territoriale, l'AFPA, Village des Solutions. Et dans les villages des solutions, on y a mis du commerce, un médecin, une garderie, une crèche. Comme ça, les gens vont se reformer quand ils ont perdu un emploi pour la transformation et le reste. Et on arrive à réduire les fractures territoriales. Mais c'est vraiment un vrai chantier. On a un nouveau commissaire au plan, j'espère qu'il sera meilleur que l'ancien. Ça, c'était juste pour la boutade. Et qu'il nous fasse un vrai plan. L'ancien a progressé en hiérarchie quand même. Oui, mais pas au plan. Oui, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, Jacques Lepape, on termine avec vous, président de la Caisse centrale de réassurance. Je vous en prie. Merci, bonjour à tous et à tous. À la Caisse centrale de réassurance, on a la rude tâche de gérer le régime des catastrophes naturelles, qui est un bon exemple de fracture territoriale. Et les gens ont besoin de nous, non seulement quand ils sont dans leur territoire, mais en plus quand ils ont un énorme problème, en général parce qu'ils sont victimes d'une très grosse inondation. Et donc on a eu, au fil des 42 dernières années, puisque ça fait 42 ans que le régime existe, à trouver des solutions à des problèmes qui sont un peu ceux qu'on a discutés précédemment. Puisqu'il s'agit d'avoir une approche très financière, puisque le sujet c'est comment faire parvenir aux gens les un peu plus de 2 milliards par an qui nous servent à indemniser les victimes des catastrophes naturelles. Comment faire parvenir ça aux gens? Et donc on a construit au fil des années un partenariat avec les compagnies d'assurance qui prend la forme très technique de traité de réassurance avec les compagnies d'assurance françaises. Et grâce à ce réseau, un peu comme Philippe Palazzi le citait tout à l'heure dans le réseau de la grande distribution, on a nos compagnies d'assurance clientes qui s'occupent des gens qui ont des problèmes. Alors ça ne résout pas tous les problèmes pour autant, puisqu'il y a des territoires qui sont plus ou moins touchés par les catastrophes naturelles. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des territoires où il faut apporter des solutions rapides à une catastrophe qui survient. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que ce partenariat public-privé fonctionne bien, parce que ça fait 42 ans qu'il existe. 99% des communes françaises ont bénéficié du régime au cours des 42 ans, donc c'est quand même très important. Et tout en étant très technique et assez confidentiel, il apporte des solutions au comblement de la fracture, puisque si on regarde le cas le plus typique, qui est celui des départements d'outre-mer, ils payent plutôt un peu moins de 2% des primes du régime pour bénéficier d'un peu plus de 10% des indemnités. Donc par un régime d'assurance, on traite d'une part les cas individuels de problèmes qui ont un problème de fragilité lié à une catastrophe naturelle, mais en plus, on assure une certaine solidarité entre les territoires quand la situation le justifie et dans le respect des équilibres financiers, ce qui va sans dire, mais encore mieux en le disant. Et alors ça, donc quand il y a une catastrophe, on a ce régime qui fonctionne. Donc l'autre question, c'est comment on peut aller plus loin et faire encore mieux en utilisant notre réseau et notre savoir-faire. Et donc au cours des derniers mois, on a par exemple réfléchi à comment on utilise ce réseau et ces mécanismes d'assurance et de réassurance pour permettre aux gens qui ont des idées pour adapter leur habitation et la rendre plus robuste face aux futurs aléas climatiques, comment est-ce qu'on les aide à procéder. Et on n'a pas, pour le coup, envie de créer effectivement des guichets dans toutes les mairies pour le faire, comme certains j'ai senti un peu d'ironie chez certains des intervenants. Non, nous, on a fait une approche toujours publique-privée. On a mis une enveloppe d'investissement de 150 millions d'euros qui est à disposition des entreprises qui sont actives et qui veulent l'être dans ce secteur, de l'adaptation de notre habitat au changement climatique. Et donc ce fonds est capable de financer des entreprises qui vont apporter des solutions. Donc de la même façon qu'on a eu notre réseau d'assureurs pour mettre à disposition les un peu plus de 2 milliards par an, on est en train de construire un réseau d'entreprises qui, territoire par territoire et de façon pragmatique, dans un partenariat public-privé, apporte des solutions aux problèmes d'adaptation.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Jacques Lebas. Merci à vous cinq pour ce premier tour de table. Je voudrais qu'on puisse ouvrir à présent un débat entre vous. Je voudrais qu'on commence avec vous, Frédéric Souillot, parce que chacun d'entre vous a finalement expliqué que la fracture territoriale existait bel et bien. Vous l'avez dit, il y a bien un constat, mais il y a des solutions. Et vous l'avez dit également. Cependant, Frédéric Souillot, le sentiment général français, c'est pas celui-ci. C'est pas celui qu'il y a des solutions, c'est plutôt un sentiment d'abandon, et d'ailleurs les études, les unes après les autres, le montrent, au point d'ailleurs que nombre de gouvernants, ces 10 dernières années, ont tenté, au travers des ministères, d'apporter des solutions. Et pour autant, les Français ont ce sentiment que la fracture est toujours aussi béante. Qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, c'est que on est souvent sur de la communication. Et quand on n'arrive pas à dérouler les faits au niveau de l'État, on arrive à faire redescendre les choses et ça se transforme parfois par les maisons de services publics qui n'apportent pas toutes les solutions, mais qui commencent à remettre un petit peu de services publics de proximité. En fait, quand on est citoyen, ce que l'on veut, c'est qu'on s'occupe de nous au moment où on en a besoin. On a perdu un peu, les uns et les autres, l'intérêt collectif avec la fracture, mais surtout la désindustrialisation et moins de services publics. Tout à l'heure, vous disiez que les services essentiels au moment du Covid, on les applaudissait. Une fois les crises terminées, on remet le projecteur dessus en disant bah, « il nous coûte trop cher ». C'est ce qui fait la dette. Donc comment est-ce qu'on arrête de faire du fonctionnaire bashing ou du service public bashing? Comment on recrée des emplois dans les territoires? Comment on fait moins de parisianisme et plus de verticalité? On se souvient... Et plus de transversalité. Dans les années 60, Paris et le désert français, un livre bien connu qui avait évidemment connu beaucoup de succès et qui montrait évidemment que tout était centralisé. Depuis, les choses ont évolué, la décentralisation, et on a évidemment des services qui se sont installés dans les régions. Là encore... les politiques, on voit bien, tournent les unes après les autres. Vous évoquiez le commissaire au plan qui vient de changer. On a un nouveau Premier ministre, on verra jusqu'à quand. La politique est de court terme souvent. Est-ce que ce qui ne manque pas dans nos territoires pour gérer cette fracture, c'est le temps long? Le temps où on avait une ambition pour un vieux mot probablement d'aménagement du territoire. Mais évidemment, aujourd'hui, alors depuis le quinquennat, on est en élection permanente. Et là, on ne pense plus ni temps long, ni aménagement du territoire, ni réaménagement du territoire. Vous parliez du logement il y a quelques instants. Ben, il y a encore 2 ans, on voulait arrêter la gestion paritaire d'Action Logement. Là, on est sur le temps long. On emprunte sur 25 ans, 17 milliards. Le premier propriétaire d'immobilier français, c'est Action Logement, 173 milliards de patrimoine immobilier. Eh bien, l'État disait non, on arrête que ce soit paritaire et on le reprend en association publique. Sauf qu'association publique, on est sur du temps très court. Vous empruntez, vous devez rembourser dans 18 mois. Le temps long avec le paritarisme qui contribue à la cohésion sociale de la République. Stéphane Defaille, oui, je voudrais vous faire réagir là-dessus, directeur général de Grand Paris Aménagement. L'aménagement, c'est une question majeure. Le Grand Paris, on en parle depuis de très nombreuses années, hein, en réalité. Et il n'y a pas malice dans ma question, mais plutôt de se dire qu'on a pris ce temps long, probablement. Alors, on n'est pas au bout de ce projet-là, mais c'est nécessaire, comme le disait Frédéric Souillot, de penser à tout. On a parlé du logement, de la mobilité, c'est un des termes qui n'a pas encore été évoqué, mais ça fait partie aussi du sentiment d'abandon et de fracture territoriale. Comment vous le gérez, vous, ce temps long, quand on a à imaginer le Grand Paris de demain? Alors, effectivement, Grand Paris, et là je ne vais pas parler nécessairement de Grand Paris Aménagement, mais vraiment du projet du Grand Paris, qui était un projet à la fois de mobilité, mais au service d'un rééquilibrage territorial sur une Île-de-France multipolaire. Effectivement, pas exclusivement centré sur la ville centre-capitale. Et de fait, sur cette politique, l'État a réussi, main dans la main avec les collectivités territoriales, et la région Île-de-France en particulier, à faire, puisqu'aujourd'hui,
on est sur des investissements majeurs, structurant un doublement du réseau de transport en commun de Paris, assez impressionnant, et pour le coup, sur un outil puissant de réduction de fractures territoriales. Quand la gare de Saint-Denis-Pleyel ouvre pour les Jeux Olympiques, certes, mais pas que pour les Jeux Olympiques, d'abord pour le quotidien de tous les franciliens, les séquano-dionysiens qui habitent là-bas. On est dans ces questions-là. Parce que quand je l'évoquais à Bordeaux, la distance de la mobilité, c'est une fracture de base. Je voudrais quand même juste rebondir sur un point, c'est que je crois profondément au triptyque entre l'État, les collectivités territoriales et les entreprises. On ne peut pas opposer ces différentes composantes. Le maire, c'est celui qui a la légitimité de terrain. Et on le voit aujourd'hui, ce sont les élus préférés des Français, et c'est parfaitement légitime. Il y a quand même besoin d'une ingénierie qui fait défaut sur beaucoup de territoires, et l'État peut l'apporter. Nous, c'est ce qu'aujourd'hui nous faisons de plus en plus, et pas que en Île-de-France. Et les entreprises sont là parce que ce sont elles qui créent la valeur. Il faut créer un cadre dans lequel elles soient en situation de responsabilité, la plupart le sont, mais où elles puissent aussi être écoutées. Et quand j'évoquais le logement, aujourd'hui par exemple le logement, c'est une des difficultés de base des entreprises pour recruter, et donc pour rester sur les territoires et éviter ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette déliquescence lente, cette érosion en fait des services essentiels, d'ailleurs qu'ils soient privés ou publics. Philippe Palazzi l'évoquait à juste titre, le commerce de proximité fait totalement partie de ces services dont on a tous besoin. Philippe Palazzi, vous voulez réagir ? Je voudrais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. On a besoin, nous acteurs économiques, moi chef d'entreprise, que nos politiques s'inscrivent dans le temps long, qu'ils aient une stratégie claire pour le pays, pour qu'on puisse relancer l'économie, l'emploi, la création de valeur, et que nous puissions continuer à investir et à y croire. Et ça, c'est ce qui nous manque un petit peu. Et je voudrais ouvrir un petit peu le débat sur la précarité. Il y a des précarités que l'on voit, bien évidemment, c'est très malheureux. Donc on voit des personnes qui sont dans la rue, il y a des mendiants, et cette précarité-là, malheureusement, qui existe, qui est souvent adressée par les associations, par les pouvoirs publics. Mais il y a une précarité silencieuse, celle que l'on ne voit pas, celle que l'on ne sent pas. C'est une mère de famille avec un enfant isolé qui fait ses achats et qui laisse sur le coin de la caisse un produit parce qu'elle ne peut pas le payer. C'est un étudiant qui n'a pas les moyens d'avoir 3 repas par jour. C'est un retraité qui se prive de protéines, qui en mange peut-être qu'une fois par semaine. Et toute cette précarité silencieuse est vraiment une fracture au sein de notre société. Et c'est pour ça que dans notre groupe, et tous les commerçants sont attachés à aider et à faire disparaître cette précarité silencieuse qui peut devenir de l'exclusion à terme. Donc il y a la notion très importante de lien social. Quand on ouvre un commerce, et je dois se dire que c'est autant un devoir pour votre groupe qu'une responsabilité de rester dans des territoires très éloignés des grands centres. Exactement. Alors, je vous l'ai dit, il y a 20 000 communes qui n'ont pas de commerce, qui sont isolées. Et c'est pourquoi nous avons innové en relançant et en remettant au goût du jour un commerce nomade, une épicerie nomade, qui est rattaché à un magasin, donc on relance comme il y avait dans les années 50, une épicerie nomade qui fait le tour de plusieurs villages et qui apporte non seulement des produits de première nécessité, qui répondent aux besoins des habitants du village, mais aussi qui crée un lien autour de cette épicerie nomade où les habitants aiment à se retrouver et à échanger, et ça crée également du lien social. Avant de passer la parole à Véronique, peut-être Philippe Palazzi, vous évoquiez le temps long, ce que disait d'ailleurs Frédéric Souillot comme Stéphane Defaille. Quels sont les freins à lever ? Parce que le temps long, bon, c'est une ligne, c'est un cap, une ambition, mais pour que ça marche quand même, il faut, j'imagine, quand on est patron d'un grand groupe comme Casino, lever quelques freins d'installation, d'aménagement, là aussi. Qu'est-ce que vous attendez de ces pouvoirs publics-là pour là aussi favoriser ce commerce et réduire la fracture territoriale ?
Alors, il y a plusieurs choses. Nous devons en France favoriser l'entrepreneuriat. Souvent, le commerce de proximité est dans les mains d'un entrepreneur, d'un commerçant qui est un entrepreneur et qui est souvent, et j'aime bien cette expression, qui est souvent un gars du coin, qui habite le village ou la région dans laquelle il ouvre son commerce. Donc on a besoin des banques qui prennent des risques, qui s'engagent auprès des petits commerçants pour qu'ils puissent ouvrir leur commerce, les rénover, se moderniser. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Et puis, je le répète, il faut que l'État s'engage et les territoires sur le long terme et pas une politique qui change d'élection en élection. Il faut passer ces clivages-là et s'inscrire dans le long terme. Véronique, sur ce sujet peut-être. Oui, je voulais revenir en fait sur le sujet finalement de l'inclusion. Et c'est vrai que le numérique est un levier également, mais on parle aussi souvent de rupture en fait sur le numérique. Donc c'est une vraie priorité pour nous d'aller accompagner en fait cette transformation numérique et de ne laisser personne sur le côté de ces transformations. On a parlé beaucoup depuis maintenant plusieurs mois de l'intelligence artificielle. Il y a un énorme enjeu pour accompagner tous les citoyens, toutes les entreprises à se saisir de cette technologie, parce qu'on ne pourra pas, je dirais, faire sans. Et donc, il y a là une belle collaboration entre État, je pense, région et acteurs économiques, qui est le plan OSEIA qui a été annoncé mardi, avec la volonté vraiment d'une belle coordination pour activer aussi bien le sujet du citoyen, de l'entreprise. Ça, c'est le premier élément que je voulais partager. Le deuxième élément, c'est sur les sujets d'inclusion. Notre industrie se sent concernée. Il se trouve que nous manquons de compétences chaque année. Et donc, on ne sait qu'on ne pourra pas résoudre l'équation qu'avec ceux qui sortent d'école, avec des diplômes qui ont été pensés pour notre industrie. Et donc, on a tissé un partenariat avec France Travail, qui s'appelle Numérique Emploi, qui va chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui sont éloignés de notre secteur. On les source, on les identifie avec France Travail. Ensuite, nos entreprises identifient des parcours qui sont personnalisés pour ces personnes qu'on a identifiées. Et nos entreprises ensuite s'engagent à les recruter. Alors, là aussi, c'est assez modeste parce que c'est un programme d'abord qui est déployé vraiment dans les territoires. Ce n'est pas un programme national, c'est un programme qui existe dans chacun des territoires avec eh bien, les agents de France Travail qui sont implantés dans les territoires et qui, à terme, quand il sera déployé dans tous les territoires, devrait permettre la création entre 10, 15 000, 20 000 emplois par an. Donc ça, c'est pas... ça ne va pas résoudre le problème de l'emploi en France, ni le problème de la compétence pour notre industrie, mais ça permet de contribuer à ce sujet. Et puis je voulais aussi parler de la réindustrialisation, parce que je partage le point. Je pense qu'il faut en fait qu'on accompagne la réindustrialisation dans nos territoires, et le numérique est aussi un levier de réindustrialisation, parce que le futur de l'industrie, il est numérique. Et donc nous, on se mobilise beaucoup aujourd'hui auprès des acteurs industriels qui sont dans les territoires, qui sont des belles ETI, à utiliser l'outil numérique pour gagner en compétitivité. Et c'est un axe qui est majeur. Merci beaucoup. Jacques Lepape, peut-être là aussi dans le prolongement du sujet évoqué, notamment dans votre thématique sur le temps long, plus que jamais, c'est important, surtout dans cette région où les aléas sont nombreux climatiques. Oui, vous avez raison. Je crois que le temps long, c'est quelque chose qui compte dans la robustesse des dispositifs qu'on peut mettre en place. Dans notre régime de catastrophe naturelle, un des instruments importants pour gérer ces situations et mieux les connaître et mieux les prévenir, c'est les plans prévention inondation. Il y en a à peu près 12 500 en France. Ce n'est pas quelque chose qui se fait entre deux annonces ministérielles trimestriel. Il faut travailler sur le temps long et trouver la bonne analyse. Ça demande une concertation locale et après les bonnes façons de mettre les choses en place. En général, c'est cher, donc il y a le fonds Barnier pour en financer une partie. Donc tout ça, ça demande une concertation de long terme. Donc c'est effectivement notre expérience. Le temps long, changer quand même les paramètres pour que les choses soient adaptées aux besoins des gens. Il y a un changement climatique, donc il faut sans doute mieux indemniser, etc. Mais garder la structure pour que les choses se passent bien sur le temps long. On a évoqué le triangle des pouvoirs publics, de l'État, de l'entreprise. On a assez peu évoqué les citoyens,
le rôle que les citoyens doivent jouer, et c'est essentiel, vous êtes là d'ailleurs aujourd'hui, dans cette réduction de la fracture sociale. Je le dis d'autant plus que les cahiers de doléances dont vous vous souvenez probablement, alors les récents, hein, des Gilets jaunes, sont à disposition aujourd'hui. Et il se trouve que lundi, nous publions un dossier spécial autour de ces cahiers de doléances dans la région, dans la Provence. Que disent-ils, ces cahiers de doléances? Ils parlent de l'écoute, du lien, de la prise en compte des réalités du territoire et des citoyens. Frédéric Souillot, j'ai l'impression, alors peut-être avez-vous cette même impression, qu'il n'y a jamais eu autant d'outils dans notre pays qui permettent d'intégrer la parole citoyenne, la parole française. Et beaucoup, vous êtes très nombreux à vouloir parfois la disparition de quelques-uns d'entre eux. Je pense au Césaire, par exemple, qui est un cheval de... C'est une mauvaise idée, ça. Hein, pardon ? C'est une très mauvaise idée, la disparition des Césaires. Ah ben, certains le veulent, par exemple. Mais où en êtes-vous de ce côté-là? À la fois la parole citoyenne, et puis tous ces outils qui fonctionnent, et avec ce sentiment, on évoquait tout à l'heure, d'abandon et d'éloignement. Alors, les outils sont là. C'est comme les cahiers de doléances et tout ce qui va avec. C'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a récupéré l'information. Parce que vous pouvez même en rajouter des outils, quelles que soient les lois de simplification, mais à la fin, si vous n'en faites rien, le problème de l'écoute, de la reconnaissance des uns ou des autres, alors à Force Ouvrière, nous on est resté dans le commerce de proximité syndical. On a 104 unions départementales et des unions locales pour que les salariés qui ont un souci, une question, ou simplement envie de discuter, on a fermé trop de bars. Mais oui, on peut se raconter ce qu'on veut, mais souvent. Alors, la théorie du comptoir, elle n'était peut-être pas très affinée à la fin, mais au moins ça faisait du lien social. Et on arrivait à discuter et à revoir les choses. Et bien dans nos unions locales ou dans nos unions départementales, ben les salariés viennent, qu'ils soient actifs, demandeurs d'emploi ou retraités. Ils viennent, on discute et nous disent, ben ouais, mais j'ai rempli sur je ne sais plus quel site ou je ne sais plus quelle plateforme, j'attends la réponse. Bah, c'était peut-être pas la bonne solution de le remplir. Venir nous voir, en discuter. Mais surtout, si on veut rompre avec la fracture, il faut faire de la transversalité. La transversalité au plus près du terrain. Alors vous parliez de réassurance, d'investissement et tout cela. Bah, ça c'est pareil. Vous avez évoqué le fonds Barnier. Oui. Bah, le fonds Barnier, on était sur le temps long. Il existe toujours. Et ça fait plus de 25 ans qu'il a été créé. Donc, on a des outils et des sujets, on ne les prend pas, on ne les appréhende pas parce qu'on n'a pas forcément l'information que ça peut nous venir. Sur industrie, intelligence artificielle et numérique. L'industrie, elle s'est déjà transformée beaucoup avec le numérique. L'intelligence artificielle, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais le même citoyen dit qu'il a moins de commerce de proximité, mais il commande en permanence sur les plateformes et il fait avec les... Donc de temps en temps, on est aussi un petit peu schizophrène, mais c'est parce que on a l'impression, ils ont l'impression que la République, elle est plus une et indivisible, et puis il y a moins de pensée collective et plus d'individualisme. Philippe Palazzi, la question de la relation aux citoyens, vous évoquiez tout à l'heure le lien social. Est-ce que ça, c'est une approche intégrée au sein de votre groupe? Je sais pas, vous êtes sollicité par des élus, par des citoyens, des associations qui vous réclament tout bonnement de venir vous installer parce que vous êtes une marque connue des Français. Alors, lorsque nous avons lancé le commerce nomade, nous étions au Salon des maires à Paris. Oui. Et donc, c'est la présentation de cette camionnette qui apporte vraiment service, a vraiment eu un impact auprès des élus locaux, auprès des maires qui nous demandent de pouvoir mettre cette camionnette en place dans plusieurs villages. Donc nous sommes en test dans la Loire actuellement. On a un test qui est satisfaisant. Donc on a un franchisé fantastique qui s'appuie sur un magasin Vival existant et qui livre une dizaine de communes.
Et on parlait un peu d'environnement aussi qui est important, et la proximité, le commerce local et les produits locaux, quand il commence sa tournée, il va acheter des œufs dans une ferme et ensuite il les distribue tout au long de sa tournée. Donc en fait, il y a vraiment un vrai service et il faut continuer à ce que les villages puissent vivre en apportant du commerce à ceux qui n'en ont pas. Et je pense que la camionnette, comme on avait dans les années 50, après-guerre, correspond tout à fait et en fait est très moderne aujourd'hui. Merci beaucoup. Nathalie, je vous propose que vous fassiez une première synthèse avant qu'on donne la parole au public pour clôturer ce débat. Nathalie. Alors la difficile tâche de faire la synthèse, j'ai retenu un certain nombre d'éléments finalement qui vous mettent d'accord, me semble-t-il. La nécessité d'avoir du temps long. Ça, je crois que vous êtes tous d'accord. Alors on l'a bien dit, qui n'est pas le temps du politique, malheureusement. Alors, il y a des éléments qui ont été cités, avec le paritarisme, le fonds Barnier, etc. Le partenariat public-privé, à travers, effectivement, le financement de grandes infrastructures, qu'elles soient numériques, de transport, de réseaux d'électricité, etc. Et le jeu collectif, c'est important, entre les acteurs publics et privés. La nécessité d'avoir une concertation de tous les acteurs, et de ne pas oublier d'associer la population, évidemment, à ces discussions. Et je dirais l'importance, effectivement, du rôle des entreprises dans cette réduction de la fracture territoriale. Et puis, la question de la précarité, on en a parlé, mais la précarité visible, et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, la précarité aussi invisible, que vous pouvez constater, Monsieur Palazzi, mais qu'on constate aussi dans les associations, dans nos universités. Donc, petite synthèse, première synthèse. Merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle. Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'un micro circule par ici? On a une question juste devant. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur, présentez-vous. Bonjour, je suis Alexandre Pastor, j'ai créé une association qui fait de l'éducation à la vie citoyenne et politique auprès des jeunes, et je suis anciennement de la promo jeunesse du Cercle. Moi j'avais une question de comment on fait en sorte que les solutions viennent des territoires et non pas de Paris. Donc comment on fait en sorte que ça émerge, les solutions locales puissent après peut-être être essaimées au niveau régional ou départemental, et que ça ne vienne pas, ou que... On va dire que des entreprises viennent de Paris et viennent sur des territoires sans connaître vraiment correctement les territoires et donc sans avoir une réponse réelle qui répond vraiment aux besoins des habitants de ces villes et villages. Stéphane Defaille, allez-y. Merci. Alors, je pense que vous pointez une question extrêmement importante et qui est aussi une question d'une autre fracture qui est la déconnexion entre les élites et la réalité du terrain. Les territoires, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'ingénierie pour mettre en œuvre des visions politiques qui sont construites localement. Et ils n'ont pas nécessairement besoin qu'on leur impose une vision effectivement du haut. Donc il y a besoin de ces outils, mais il y a surtout besoin de faire émerger toutes les initiatives qui existent. Moi, je vous invite à regarder un objet un peu étrange, la Fédération des trucs qui marchent. Qui a pris un parti pris extrêmement simple, c'est d'aller sur les territoires, de pointer ce maire qui, pour faire des économies sur la taille des herbes, plante du trèfle. D'aller voir vraiment des choses simples, reproductibles, et de les partager. Et moi je crois que de façon générale, quand on parle de fracture, il y a un mot qu'on n'a pas complètement évoqué ici et qui est essentiel, c'est aussi comment on crée les relations de solidarité entre territoires. Nous, on a expérimenté, je vais être très bref dessus, un jumelage foncier entre la ville de Saint-Dizier et la ville d'Aubervilliers. Concrètement, Saint-Dizier avait du mal à attirer des acteurs immobiliers, des promoteurs pour construire. Il n'y avait eu aucun logement neuf construit en 40 ans. Donc personne qui voulait prendre le risque. En fait, on a dit, celui qui vient construire à Aubervilliers vient aussi construire à Saint-Dizier. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait qu'il y a quelques logements construits à Saint-Dizier, c'est qu'à partir de ce geste-là, se sont nouées des solidarités entre les deux villes sur des domaines sportifs, culturels, sur des échanges de compétences, etc. Et ça, je crois que c'est aussi une manière très très concrète de créer la transversalité que vous évoquiez tout à l'heure, et pas simplement toujours de passer par une forme de verticalité.
Merci de cet exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, merci. Moi, je voudrais faire d'abord 2 remarques. Une à monsieur le responsable de Casino. C'est vrai que les petits commerces de proximité, ils ont un rôle majeur. Moi, j'ai été élu dans ma ville pendant 20 ans et j'ai bien compris que vous jouiez ce rôle, et bravo. Quant à vous, madame, j'ai une petite remarque. Je ne suis pas sûr que la tech, comme vous dites, puisse amener des solutions dans certains cas. Imaginez un pauvre bougre de Saint-Philippe à l'île de la Réunion à qui vous proposez un ordinateur alors qu'il est au chômage et qui vit dans une case en tôle et à peine s'il a l'eau au robinet. J'ai vécu là-bas. C'est vrai que la tech, c'est important, mais ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga, comme vous dites. C'est bon pour les gens qui n'en ont peut-être pas vraiment besoin. Ça, c'était une remarque. Et ensuite, je reviens, monsieur, à que faire pour aménager le territoire. Moi, je crois beaucoup au tandem entre l'État et les collectivités territoriales. Mais ce qu'il faudrait, c'est redéfinir les compétences. Ce matin, je suis venu en bus de Salon de Provence. C'était un bus de la métropole. Ça a bien marché. Je serais venu d'Orgon, j'aurais pris un bus de la région. Ça aurait peut-être bien marché, je ne sais pas. En tout cas, ces services-là se complètent pas, ils n'agissent pas en interaction. Et résultat, les services publics des transports dans les Bouches-du-Rhône, moi je trouve qu'ils sont défaillants. Donc redéfinir les compétences et même mettre des compétences exclusives et créer peut-être comme à Paris une régie des transports, ça pourrait résoudre les problèmes chez nous. J'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié, donc je rends le micro. Merci beaucoup. Peut-être Véronique, peut-être sur la question numérique, qui peut permettre aussi d'évoquer... En fait, on est aligné parce que j'ai précisé dans mon propos que ce n'était pas l'alpha et l'oméga, et donc ça ne résout pas tous les problèmes. Mon propos était plutôt d'essayer de mettre en avant que c'est aussi un levier pour accompagner ces changements, ces transformations dans les territoires. Mais évidemment, il y a certains cas où ce n'est pas la tech qui pourra. Et surtout, et je ne l'ai pas dit, mais c'est un point important, la tech, elle ne doit pas à un moment donné remplacer la dimension humaine. Là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et moi, j'aime bien que ce soit l'intelligence augmentée. Cet outil, il doit permettre d'augmenter l'humain et pas le remplacer. Et donc, mais vous avez raison, il y a certains cas où la tech n'est pas la solution et ce n'est pas un problème. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de cas où la tech est la solution. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas suffisamment ouvert sur ces différents cas d'usage et on n'accélère pas encore suffisamment. Merci beaucoup. Une autre question, intervention dans la salle. Non? Merci beaucoup. Nathalie, peut-être un dernier mot avant de les applaudir, bien sûr, et de remercier nos intervenants. Un dernier mot pour conclure. Je retiendrai qu'il faut faire travailler ensemble tous les acteurs, donc l'État, les collectivités territoriales, quel que soit leur niveau, les entreprises, les syndicats, les associations, associer la population, maintenir et développer cette solidarité entre les territoires à travers notamment un maillage territorial, et on nous a donné un certain nombre d'exemples. Et puis probablement, vous avez raison monsieur, redéfinir les compétences territoriales et peut-être s'attaquer à ce millefeuille qui complique les choses et qui peut-être réduit un certain nombre d'initiatives locales. Merci. Merci beaucoup Nathalie et merci mesdames, messieurs pour cette intervention. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Très belle rencontre.